Prenez soin de vous avec le groupe Vive et votre programme La Santé d'abord. Groupe Vive pour une santé accessible à tous. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de La Santé d'abord, l'émission qui préfère prévenir plutôt que guérir. Nous allons vous parler aujourd'hui d'un petit organe exclusivement masculin. Il a la taille d'une châtaigne, mais quand il dysfonctionne, ses conséquences sont souvent redoutables. Et vous l'avez deviné, il s'agit, messieurs, de votre prostate. Et on en parle aujourd'hui sur le plateau de La Santé d'abord. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la prostate, eh bien, sans jamais oser le demander. On brise aujourd'hui les tabous avec mes invités. À quoi sert la prostate? Quel impact sur la sexualité? Quelle différence entre adénome de la prostate et cancer de la prostate? Et puis surtout, comment prévenir ou prendre en charge les dysfonctionnements de ce tout petit organe qui mérite vraiment de sortir de l'ombre. Mais c'est vrai qu'il est bien caché et beaucoup plus subtil qu'on ne le pense. Docteur Garofalo, bonjour. Bonjour Véronique. Vous êtes médecin morphologue et anti-âge à Paris. Merci d'être avec nous. Bonjour professeur François Desgrandchamps. Bonjour Véronique. Vous êtes chef du service d'urologie à l'hôpital Saint-Louis. Vous êtes l'auteur du livre La prostate, on en parle aux éditions Hachette Bien-être. Merci à tous les deux d'être avec nous aujourd'hui. Et effectivement, je défie quiconque, non professionnel de santé et encore, de savoir exactement à quoi sert la prostate et comment elle fonctionne. La preuve tout de suite avec notre micro-trottoir. Regardez. La prostate, c'est un organe masculin qui sert à libérer des hormones, je crois. C'est un petit organe qu'on a à l'intérieur, juste en dessous le sexe. À quoi ça sert? Je sais pas du tout. Ça fait partie de l'appareil reproducteur et ça aide à la production de sperme. C'est ce qui permet d'envoyer le liquide séminal dans les testicules pour éjaculer. Ouais, c'est aussi un organe de plaisir. Contrairement au clitoris qui a juste pour rôle de plaisir, la prostate elle produit du truc et c'est aussi du plaisir. Selon moi, la taille d'une petite orange. Sa taille, c'est environ, je sais pas, déjà c'est une sphère, c'est un peu sphérique, donc c'est entre 3, 4, 5 cm. Ça dépend des prostates après, ouais. Je dirais peut-être 2 cm. La maladie, après ça gonfle, donc vous êtes gêné pour aller aux toilettes, tout ça. Puis après, il y a le cancer, quoi. C'est ce qu'il y a de plus gênant. Il peut y avoir des prostatites, donc c'est une inflammation de la prostate, de l'organe. Le cancer de la prostate, au départ, qui est un cancer qui fait beaucoup l'actualité et qui, semble-t-il, se traite bien s'il est décelé tôt. Non, je crois que ça n'agit pas justement sur la sexualité des hommes et je crois que c'est une idée reçue. Il y a des problèmes d'érection. Si on l'enlève. Maintenant, c'est pas pour tout le monde comme ça. Bon, C'est intéressant. Oui, c'est intéressant. Il y en a qui sont assez pointus quand même. Plus on est âgé, semble-t-il, plus on connaît la prostate quand même. Alors justement, est-ce qu'on connaît bien la prostate? On va peut-être revenir aux fondamentaux. On va faire un petit peu de physiologie. Où se trouve la prostate déjà? Parce qu'elle est bien cachée. La prostate, oui, elle est profondément enfouie dans le petit bassin, c'est qu'elle est sous la vessie. Et comme c'est noté sur ce schéma, en fait, l'urine sort de la vessie, doit passer au travers de la prostate, qui est une glande creuse. Il y a un canal central pour après sortir par la verge. Et donc, dès que la prostate va grossir, les hommes vont s'en rendre compte parce qu'il va y avoir des anomalies dans la miction. À quoi ça sert la prostate? On l'a entendu dans le micro-trottoir. À la reproduction, c'est tout. Ça sert en fait à la formation du sperme qui est formé de 3 éléments. Il y a ce que tout le monde sait, les spermatozoïdes qui viennent des testicules, mais qui forment que 10% du sperme. La majeure partie du volume du liquide séminal sont les vésicules séminales, qui font 70%, et donc le reste, les 20%, c'est le liquide prostatique. Mais il faut bien que tout ça se mélange à un moment donné, et ça se mélange dans la prostate. La prostate, pour un quart de son volume, c'est du muscle qui sait se contracter, se dilater. Donc quand l'éjaculation arrive, la prostate se dilate, ça fait une cavité en son centre, les 3 composantes se mélangent, et la prostate alors se recontracte de haut en bas, et envoie le sperme à l'extérieur. D'accord, en fait, elle fabrique ce fameux liquide qui permet aux spermatozoïdes de survivre. De survivre pendant les quelques minutes du trajet jusqu'à l'ovocyte.
Bon, alors justement, la localisation et le rôle de la prostate permettent de mieux comprendre les symptômes, comme vous le disiez, observés par les hommes quand celle-ci dysfonctionne. Alors, il y a 2 pathologies, l'adénome de la prostate et le cancer. Peut-être quelques mots sur l'adénome de la prostate. C'est bénin, docteur Garofalo, faut pas... Oui, c'est une prostate qui a augmenté de volume. C'est complètement bénin. Et pourquoi elle augmente de volume? C'est lié à l'âge, on sait l'expliquer? Ça peut être c'est simplement dû à des facteurs hormonaux. C'est une ambiance qui est œstrogénique. C'est l'augmentation de l'œstradiol. Parce que les hommes produisent aussi des hormones féminines, des œstrogènes, il faut le préciser. Exactement. Donc c'est l'œstradiol qui est combiné à la dihydrotestostérone qui va donner un volume de prostate qui est plus important. D'accord, la dihydrotestostérone qui est un dérivé de la testostérone. C'est une sorte de super testostérone. Et si on en produit trop, on va avoir la prostate qui va gonfler. Et donc, quand on est chez les gens en surpoids, c'est un facteur de risque. On a fait une étude en médecine générale intéressante où on a comparé le tour de taille et la taille de la prostate. C'est corrélé. Alors, le problème, c'est que c'est corrélé dans un sens. Si vous grossissez, la prostate grossit parce que le gras est un tissu qui n'est pas inerte, mais qui transforme beaucoup les hormones en d'autres, notamment qui féminise, entre guillemets. Oui, c'est-à-dire qu'il transforme la testostérone en oestrogène, qui est un facteur de croissance pour la prostate. Mais le problème, c'est que même si on maigrit, c'est trop tard. La prostate a grossi, elle va pas... Et ça, c'est irréversible. C'est irréversible, oui. Et c'est naturel qu'une prostate grossisse après 50 ans. Ce qui n'est pas normal, c'est trouver une prostate normale à 70, 80 ans. Chez tous les hommes, elle grossit. Mais par contre, elle peut grossir sur le schéma, on le comprend, vers l'extérieur, sans gêner le passage de l'urine. Et avoir une grosse prostate n'est pas une maladie. D'accord. C'est près d'un homme sur 2 de plus de 50 ans est atteint en France l'adénome de la prostate. Mais il n'y a que 20% des hommes qui en souffrent. D'accord. Oui, il y a des symptômes que chez 20% des hommes. Les autres, la prostate est grosse, mais tout le monde s'en fiche. D'accord. Alors, en revanche, le cancer de la prostate, lui, qui se situe au premier rang des cancers chez l'homme, c'est une maladie qui peut évoluer de façon assez sournoise pendant des années sans donner de symptômes particuliers. Et quand on a des symptômes, souvent, c'est un peu tard. Le cancer de la prostate ne parle pas. Donc, il faut aller le chercher. Avec des dosages sanguins, le PSA, on pourra en reparler, mais le message qu'il faut dire d'emblée, c'est qu'il n'y a pas un cancer de la prostate, mais 2 formes différentes. C'est-à-dire qu'il y a des cancers qui sont des formes naturelles de vieillissement de la prostate. On dit que comme les cheveux blanchissent ou tombent, il y a des petits foyers de cancer dans la prostate qui jamais n'embêteront les hommes. Voilà, on n'en mourra pas. Ceux-là, il ne faut pas y toucher. Et par contre, il y a les autres qu'il faut traiter et les traiter le plus vite possible. Le problème, c'est que quand on dépiste, c'est un filet à maille un peu trop fine. On ramène un peu tout, les petits cancers pas dangereux et les autres cancers dangereux. Et donc, il faut faire attention de ne pas traiter tout le monde de la même façon. Beaucoup de cancers n'ont pas besoin de l'être. On verra ça tout à l'heure, justement, dans la prise en charge. Il y a quand même des signes, des symptômes particuliers dans le cas du cancer qui peuvent nous mettre sur la voie, docteur Garofalo? Oui, il faut faire généralement, on fait un bilan sanguin avec un dosage du PSA. Et si on a un PSA qui est très augmenté, ça peut nous orienter vers un problème de cancer de la prostate. Il faut à ce moment-là faire d'autres investigations. Ça peut passer par un toucher rectal ou une... Alors, dans les signes. Déjà, PSA, qu'est-ce que c'est? Il faut peut-être préciser. Juste dans les signes, quand même, il y a un signe qui peut être évocateur, c'est avoir du sang dans le sperme. Ah, d'accord. Ouais, ça, c'est... Bien avant qu'il y ait des métastases avec des douleurs osseuses et autres qui peuvent signifier un cancer déjà très évolué, le sang dans le sperme est un signal d'alerte. En général, je pense que ça affole les hommes. Ça fait peur aux hommes. C'est rare que ça débouche sur un cancer de la prostate, mais les examens sont indispensables. Et notamment, comme dit mon confrère, le dosage du PSA. Alors le PSA, c'est quoi? Alors, c'est l'antigène spécifique de la prostate. Son histoire est rigolote parce que c'est le FBI qui avait besoin, dans les années 80, d'un marqueur de sperme pour les scènes de crime. Et donc, les chercheurs étaient bien embêtés pour trouver une molécule qui était spécifique du sperme. Ils ont cherché en chromatographie et ils ont vu un grand pic de quelque chose qui n'était pas connu. Et donc, c'est ce grand pic qui est en fait l'antigène spécifique de la prostate. C'est spécifique de la prostate, mais pas spécifique d'une maladie. Et c'est en fait une glycoprotéine qui sert à la liquéfaction du sperme après l'éjaculation, pour libérer les spermatozoïdes et qu'ils aillent féconder. Et donc, à partir de là, on avait donc un marqueur de sperme, mais pas un marqueur de maladie. Et l'idée, après, des investigateurs, c'était de voir si le taux de PSA pouvait être corrélé ou non à des maladies prostatiques. Et on en est là maintenant, avec des raffinements du PSA, mais au départ, c'était fait pour le FBI. D'accord. Alors, que ce soit pour le cancer ou pour l'adénome de la prostate, ce taux de PSA va augmenter, mais ce n'est pas parce qu'on a un taux de PSA augmenté qu'on a forcément
un cancer, on est d'accord. Loin de là. Et le Ouais. PSA est fluctuant. Il faut que vous sachiez, enfin, vous, moi, Non, mais j'ai les pas hommes de qui vous prostate, entourent, hein. que le PSA crois pas. est plus bas l'après-midi que le matin, D'accord. de 20%. Et le Et toucher, varie d'une semaine à l'autre. et faire un toucher rectal, vous en parlez tout à l'heure, docteur Garofalo, ça peut faire augmenter aussi le taux de PSA? Oui, il vaut mieux pas doser le PSA après un toucher rectal, parce qu'on peut avoir malheureusement une montée de la. Il faut que ce soit un taux, toucher rectal très appuyé. Un Ouais. toucher D'accord, rectal ouais. standard fait modifié à la marge, vraiment. Et le vélo ne fait pas modifier le PSA aussi. C'est D'accord. une question qui est récurrente. En fait, le PSA est une fluctuation naturelle. Il n'y a pas un taux de PSA stable dans le sang. Quand un PSA est élevé, la première des choses à faire, c'est de le redoser 15 jours, 3 semaines plus tard. D'accord. Et s'il y a 2 élévations successives, alors on déroule les examens. Mais donc, ces tests sont fiables. Le toucher rectal, j'ai l'impression que les médecins en font de moins en moins. Oui, Pourquoi il faut déjà savoir l'interpréter. Le toucher rectal, c'est un bon examen de débrouillage quand vous voyez un homme pour la première fois, parce que le PSA est lié à la taille de la prostate. On dit que c'est à peu près 10%. Une prostate de 60, normalement c'est 20 grammes. Une prostate de 60 grammes, c'est un PSA à 6. Une prostate de 100 grammes, c'est un PSA à 10. Et l'urologue, un peu comme un maquignon, qui voit l'âge des chevaux en regardant les dents, avec un toucher rectal, c'est à peu près quelle est la taille de la prostate. Donc il ça peut oriente. mieux interpréter les résultats Ça permet de du bilan. mieux orienter. Ouais. Est-ce qu'il faut se dépêcher de faire des examens? Est-ce qu'on peut rassurer le malade? Et puis, on trouve quand même souvent des nodules durs dans la prostate qui, eux, sont franchement suspects. Donc, on peut, avec un toucher rectal, dépister un cancer. Oui. D'accord. Ah ouais, je pensais qu'il fallait faire des examens complémentaires. C'est pas suffisant. Après, il y a des examens, des radios, des IRM, on en reparlera sans Oui, doute. éventuellement faire une Et biopsie. à l'inverse, c'est pas parce que le toucher rectal est normal qu'il n'y a pas de cancer. Mais c'est un bon examen de débrouillage. Mhm. Donc ces deux techniques sont fiables aujourd'hui, parce qu'il y avait toute une polémique qui disait attention, avec le PSA, on peut avoir des faux positifs, des faux négatifs. Non, c'est pas fiable. C'est pas fiable. Ouais. Non, rien n'est fiable. Ouais. Le seul examen qui révolutionne la prise en charge de cancer de la prostate actuellement, c'est l'IRM, qui, elle, est fiable et de plus en plus. Mais il faudrait pouvoir faire des IRM pour tout le monde. Donc, en fait, en fonction du toucher rectal, de l'évolution du PSA, on a dit ça montait, ça descendait, on indique ou pas une IRM. Et c'est à partir de cette IRM, encore faut-il qu'elle soit bien interprétée, qu'on peut savoir s'il y a ou pas un risque de cancer. Le dépistage, c'est à partir de quel âge? Si on n'a pas de symptômes particuliers, docteur Garofalo. À partir de l'âge de 50 ans, tout simplement. Il faut commencer à se faire dépister, il faut consulter et faire au minimum un dosage des PSA. D'accord. Et faire ça tous les ans jusqu'à... S'il y a des symptômes particuliers, on peut tous les 2 ans. Enfin, oui, c'est toujours évolutif, ça, absolument, pour être entièrement d'accord avec vous. En fait, le dosage du PSA avant 50 ans est intéressant pour savoir dans quelle zone de la population vous vous trouvez. Soit vous avez un PSA en dessous de 1 à 0,5 ou 0,7, il ne se passera rien pour le restant de vos jours sur la prostate. Par contre, si le PSA est au-dessus de 1, il faut faire des examens réguliers. Alors, la régularité, elle est discutée d'un congrès à l'autre. Hein. Mais globalement, c'est tous les ans, souvent les hommes y tiennent, sinon tous les 2 ans. Et puis, il y a un cas particulier, c'est les patients qui sont antillais ou d'Afrique subsaharienne, où là, le dépistage doit se faire un peu avant, à partir de l'âge de 45 ans, parce que les cancers surviennent un peu plus jeunes. Et puis, bien sûr, les cas familiaux. Oui, et on n'a pas parlé des antécédents de la génétique. Est-ce que c'est un cancer qui est héréditaire ou pas? Est-ce qu'il y a des facteurs héréditaires? Il y a des facteurs héréditaires, des facteurs génétiques. Et là, on en parlait tout à l'heure, mais il y a effectivement des gènes qu'on peut rechercher. Hein. Oui. Mais en fait, quand on parle de cancer de la prostate, on ne sait pas de quoi on parle. Et donc, quand on voit 5% des cancers sont d'origine héréditaire, de quel cancer parle-t-on? On ne parle pas de ces cancers que l'on trouve à foison, qui sont des cancers simplement liés à l'âge. On parle des cancers les plus graves. Et donc, comme dans le cancer du sein, il y a le BRCA2. Donc, une famille qui a des cancers du sein jeunes, il faut faire attention à la prostate aussi et faire aussi ces tests de BRCA2. Mais c'est pour les cancers qui sont les cancers les plus graves. Avoir un cancer chez son père qui a 75 ans, chez lequel on trouve un cancer de la prostate, ne me donne pas à moi, qui ai moins de 75 ans, un risque particulier d'avoir un cancer de la prostate. C'est un cancer par pas de chance. Voilà. Mais les cancers héréditaires ne sont pas fréquents. Liés à une mauvaise hygiène de vie, on en parlera. Oui. On en parlera. Il y a également la testostérone qui est importante à signaler. Mais c'est vrai que des taux de testostérone qui sont bas sont souvent corrélés à des cancers qui sont agressifs et plus agressifs encore quand le niveau est de plus en plus bas. Il y a une classification qu'on appelle la classification de Gleason. Et on sait qu'il y a une corrélation entre le taux de testostérone. Plus il est bas et plus le niveau de Gleason est élevé. C'est-à-dire avec un cancer qui est
de gravité plus importante et d'agressivité plus importante. Voilà, donc comment donc booster, c'est important de doser la testostérone. On en parlera justement dans la partie prévention. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du mouvement Movember? Parce qu'il y a Octobre Rose pour le cancer du sein et en novembre, il y a Movember, mot pour moustache. On demande aux hommes en fait de se laisser pousser la moustache pour récolter des fonds pour la santé masculine et notamment pour lutter contre le cancer de la prostate. C'est un sujet qui nous vient de l'Aisne. Regardez. Ce sont certainement les moustaches les plus célèbres du XXe siècle. Salvador Dali servait d'illustration à la jeune association Saint-Quentin Santé qui, à travers des ateliers et des conférences, cherchait à mobiliser pour le Movember. Contraction de mot qui veut dire moustache en argot australien et de November. Le Movember est l'occasion de récolter des dons mais surtout de sensibiliser aux maladies masculines. Lorsqu'on parle de la prostate, des testicules, le cancer des testicules, le cancer de la prostate, c'est des choses qui renvoient peut-être à notre pudeur et puis aussi aux émotions. Quand on a la santé mentale, que ce soit syndrome dépressif, ça renvoie à nous-mêmes et difficile d'en parler. Donc voilà, c'est important de nous mobiliser pour dire qu'on n'est pas tout seul, qu'on est comme les femmes, les hommes, on a des émotions, il faut en parler. Donc je pense qu'on n'en parle jamais assez. C'est pas plus les hommes que les femmes, mais il faut en parler. En parler, mais aussi prendre quelques conseils pour sa santé, et cela commence par la prévention. En termes de prévention, effectivement, nous avons la nutrition, nous avons le sport, nous avons également tout ce qui va concerner l'alcool et le tabac. En concernant la nutrition, on va essayer de partir plutôt sur tout simplement une alimentation équilibrée, riche en fibres notamment, les fruits et les légumes, mais également les céréales complètes. Privilégier plutôt du coup les consommations d'aliments bio pour limiter un maximum les pesticides. Et vous allez aller chercher également une alimentation non transformée avec des produits les plus simples, les plus faits maison possibles également. Voilà, je voulais vous parler de cette association parce que c'est l'une des rares à s'intéresser à la santé masculine. Parlons un peu de la santé de ces messieurs. C'est une association qui a déjà financé de nombreux projets en matière de santé mentale, de prévention du suicide et de traitement des cancers de la prostate et des testicules. Donc, tous les types de moustaches sont acceptés. Et si vous n'avez pas envie de vous laisser pousser la moustache, bien, cette année, il y a d'autres alternatives. Vous pouvez par exemple courir 60 km pour les 60 hommes qui se suicident à chaque heure dans le monde. Voilà, ça c'était... Un petit point pour dire que pendant Movember, il y a une prostate géante que j'ai créée, gonflable, qui circule partout en France, parce que tous les jours du mois de novembre, on rentre par la vessie, on passe au milieu de la prostate et on sort par l'urètre. D'accord. Et donc les gens comprennent bien que quand elle grossit la prostate, on a du mal à passer. Et puis aussi souligner pour Movember que ce sont les cancers masculins. Donc bien sûr, il y a la prostate, le testicule, le message c'est attention au cannabis. Il ne faut pas oublier le cancer du pénis. On parle beaucoup de la vaccination HPV pour les femmes. Il faut vacciner les hommes. Il n'y a que 4% des hommes qui sont vaccinés. Et le cancer du pénis fait des dégâts aussi. Donc c'est vraiment la santé masculine des organes typiquement masculins. Voilà, que nos jeunes adolescents garçons se vaccinent, pas seulement pour protéger leur futur partenaire, mais aussi pour eux-mêmes. Pour le cancer du pénis, d'accord. Alors, parlons quelques mots sur la prise en charge. Voilà, on vous a diagnostiqué un adénome de la prostate, donc bénin, avec des conséquences notamment sur la fonction urinaire. Quels sont les traitements qu'on propose en général ? Pour l'adénome ? Oui, pour l'adénome. Alors, la première chose à faire... S'il y a des problèmes urinaires. La première chose à faire chez quelqu'un qui a un adénome de la prostate, donc qui se lève la nuit, qui a un jet un peu faible, c'est de lui dire de changer ses habitudes de vie, de perdre du poids et de marcher. Déjà ça va améliorer beaucoup son métabolisme et ça va permettre de diminuer ses symptômes. Après, il y a des traitements comme des extraits de plantes ou d'autres médicaments, mais la première des choses à faire, et je pense que mon confrère le développera, c'est vraiment le mode de vie qui améliore les choses, en faisant attention aussi à une chose, c'est ce qu'on boit. Parce qu'il est tellement courant de dire qu'il faut boire pour éliminer que beaucoup d'hommes croient bien faire en buvant beaucoup. Si vous buvez beaucoup, il faut aller souvent aux toilettes. Et vous allez souvent aux toilettes, vous retrouverez chez l'urologue. Et quand on fait le calendrier mictionnel, c'est la somme de tout ce qu'on a uriné. Parce qu'on boit, c'est difficile. Oui, mais c'est normal parce que vous buvez plus. Et donc, vous avez 4 litres. Une vessie, ça contient 250. Si vous avez 4 litres, vous n'arrêtez pas d'aller aux toilettes et pourtant, vous n'êtes pas malade. Voilà, donc c'est plutôt avant tout, mais vous allez pouvoir le développer, les habitudes de vie. Docteur Garofalo, comment prévenir on a parlé des hormones tout à l'heure, du rôle des hormones, de la testostérone, justement. Alors, comment on peut booster cette testostérone et limiter cette synthèse d'ostradiol qui peut faire grossir la prostate ? Effectivement, ce qui va augmenter l'activité, la production de testostérone, ça va être l'activité physique, le fait de perdre du poids. Ça va être également la gestion du stress. Le stress est un libido killer, ça casse la testostérone. Ouais.
Les troubles du sommeil également. On sait qu'une nuit sans sommeil diminue la testostérone et peut favoriser les cancers de la prostate. Enfin, l'adénome et les cancers également. Exactement. Et au niveau alimentation, il y a des choses particulières et là, sur le plan de l'alimentation, effectivement, il y a toute une alimentation qui serait plutôt d'ordre anti-inflammatoire. Chaque aliment... Que ce soit pour l'adénome ou pour le cancer, on est d'accord. Ouais. Là, c'est pour les deux. C'est là pour les deux. Mais chaque aliment est une information qu'on va ingérer et qui va avoir un impact sur l'expression de gènes inflammatoires ou de gènes anti-inflammatoires. Donc, à partir de là, il faut plutôt des aliments qui soient favorisant l'expression de gènes anti-inflammatoires, comme les oméga-3, comme tous les antioxydants, les légumes verts. Certaines huiles végétales. Exactement. Ouais. Et puis, mais c'est plus pour le cancer, de façon très précise, c'est l'aliment roi de la prévention des maladies de la prostate, c'est la tomate. Hein. Oui. Le colorant rouge. C'est encore mieux quand la tomate est cuite. Hein. Voilà, pourquoi ? Parce que la tomate, c'est 99% d'eau. Donc, ce qui est très bien, c'est le ketchup. Et donc, il m'arrive de recommander du ketchup dans mes patients. Parce qu'il y a du ketchup où il y a beaucoup de sucre. Voilà, c'est vraiment la tomate qui est le concentré de tomate, ça favorise la reine. C'est exactement ça. Donc, messieurs, mettez des sauces tomates naturelles sur vos C'est très riche en un antioxydant qui s'appelle le lycopène et qui est reconnu pour avoir une action justement de prévention du cancer de la prostate. Je voudrais vous emmener à la clinique Bénigne-Joly, rencontrer le docteur Fouahoum, qui nous parle de l'utilité, lui, d'un laser. Donc, c'est pas un robot, mais c'est du laser OLEP. Voilà. Pour l'adénome. Pas pour le cancer. C'est pas pour le cancer. On parlera après, justement, des techniques pour le cancer. Une technique innovante pour traiter une hypertrophie de la prostate. Regardez. Depuis 2019, on a acquis la technique de chirurgie laser de l'adénome de prostate. Il s'agit d'une intervention qui permet de traiter les patients qui ont une hypertrophie de la prostate, une maladie qui survient chez les patients à partir de 50 ans. Ça peut consister à se lever la nuit pour faire pipi, ça peut consister à avoir des besoins répétés d'uriner puisqu'on n'arrive pas à vidanger sa vessie. Ici, on a une vessie et une prostate. Quand le patient il prend de l'âge, ici, à arriver vers la cinquantaine, on voit que le volume prostatique est passé de la taille d'une châtaigne à la taille d'une mandarine, voire d'une orange. Et on comprend ici aisément que les urines ont un peu plus de mal à s'écouler. Donc cette technique permet de libérer dans le passage et le patient, par la suite, peut à nouveau uriner comme à ses 20 ans. On peut reproduire le procédé de la chirurgie ouverte sans avoir à inciser l'abdomen du patient. Le patient a moins de risques hémorragiques également. Il a une remise en état plus rapide. La chirurgie peut être réalisée pour des prostates pas très volumineuses en ambulatoire, alors que la technique classique de chirurgie ouverte peut aller jusqu'à une semaine d'hospitalisation. La chirurgie robotique, c'est différent. On l'utilise pour ce qui est de l'urologie, en cancérologie essentiellement, le cancer de la prostate. La technique robotique permet d'avoir une dissection assez fine qui permet donc, dans ce cas de figure-là, d'enlever toute la prostate. Donc clairement, pour les chirurgiens, travailler dans de telles conditions, c'est toujours un plaisir. C'est plutôt pour les hypertrophies. Merci. C'est plutôt pour les hypertrophies bénignes de la prostate. Et le robot, c'est plutôt pour le cancer. Juste pour terminer, un mot, c'est vrai que les hommes ont très peur de ces opérations, notamment des séquelles sexuelles, urinaires. Est-ce qu'elles sont systématiques, pas systématiques ? Ça va dépendre du chirurgien qui vous opère. Avant tout, c'est la sexualité. La continence n'est plus vraiment le problème de la chirurgie, ni de l'adénome, ni du cancer de la prostate, quand c'est bien préparé et bien réalisé. Par contre, la sexualité est profondément modifiée, puisqu'on a dit que la prostate faisait le sperme. Quand on va toucher à la prostate, l'éjaculation va être transformée. Si on enlève, comme dans le reportage, l'adénome de la prostate, le sperme ne va plus pouvoir partir, puisque la prostate ne peut plus se contracter de haut en bas, et le sperme va partir dans la vessie. Ce n'est pas toxique pour la vessie, il s'éliminera après la miction. Donc en fait, en pratique, l'orgasme est le même, mais on ne peut plus avoir d'enfant. Alors que dans le cancer, on aura des érections normales. On a des érections normales et des orgasmes normaux. Il n'y aura pas d'éjaculation. Voilà, c'est une éjaculation sèche. L'adénome de la prostate, la chirurgie de l'adénome ne modifie pas l'érection. Par contre, pour la chirurgie du cancer, il y a un risque de perte d'érection qui dépend avant tout de l'âge. Pas de la préservation des bandelettes, comme on entend souvent, mais si vous avez 55 ans, il y a plus de chances que vous gardiez des érections après ablation complète de la prostate que si vous avez 68 ou 70. Et deuxièmement, l'orgasme, là encore, est préservé, mais il n'y a plus d'éjaculation puisqu'il n'y a plus de prostate du tout. Et donc, c'est vraiment très compliqué pour un homme d'admettre tout ça, parce que la particularité du cancer de la prostate, c'est que l'homme ne sent rien.
Et que ce que l'on dit en psycho-oncologie de façon très basale, c'est que pour bien guérir, il faut admettre d'être malade. Un homme ne pourra pas admettre d'être opéré et d'entendre toutes ces séquelles. Il se dit, mais moi, je ne suis pas malade, j'ai rien. J'ai juste une prise de sang, un dosage de PSA, on me fait des prélèvements et on me rend malade. Donc, il faut faire très attention en amont de bien prendre en charge les patients en psycho-oncologie pour que ces séquelles soient admises et après bien vécues. Voilà, et lire ce petit document qu'on peut trouver sur le site de l'assistance hôpitaux publics de Paris avec ce dessin de Plantu qui est un de vos amis, je crois. Qui nous a fait, oui, gentiment. Voilà, comment prendre soin de sa prostate. Donc c'est la prostate pour les nuls, en gros. Enfin, en tout cas, vous faites passer pour tout le monde, messages les femmes confondues, nuls et moins nuls. Bon, un grand merci à tous les deux. C'était passionnant. On pourrait encore en parler pendant des heures. Donc, juste pour conclure cette émission, ce qu'il faudrait retenir, c'est que toute difficulté à uriner doit motiver une consultation. Voilà, il n'y a pas question de se dire que c'est normal, que c'est l'âge, que grâce au progrès de la chirurgie, les effets secondaires au niveau sexuel et urinaire sont de plus en plus limité, même si vous nous l'avez dit, ça va vraiment dépendre de l'âge. Et on peut vivre sans prostate tout à fait normalement, avoir une vie sexuelle normale. Et la prévention joue évidemment un rôle primordial, comme vous nous l'avez expliqué, Dr Garofalo. Donc un grand merci à tous les deux. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Et puis merci à vous de nous avoir suivis. J'aurai le plaisir de vous retrouver très bientôt pour un prochain numéro de La Santé d'abord. D'ici là, prenez soin de vous. Le groupe Vive vous a présenté La Santé d'abord, le programme qui prend soin de vous. Groupe Vive pour une santé accessible à tous.